Vous êtes actuellement la seule personne dans cette conférence.
Bonjour, j'espère que vous m'entendez. On va attendre 2-3 minutes et puis je passerai la main à Thomas. Donc je le remercie pour de participer pour notre labo de maths. Donc dans 2-3 minutes, le temps que les gens se connectent, et je laisse la main à Thomas. Moi, j'ai ma caméra qui ne marche pas comme je suis au lycée, mais voilà. J'espère que Thomas m'entend en tout cas. Oui, c'est bon, je t'entends. Ok. Bon, dans 2-3 minutes, Thomas. Oui, c'est ça. Je prépare ça. Voilà. Alors, mettre le truc, c'est que, alors, voilà, ça, je vais mettre la caméra. Et un peu de flou. Et avant de démarrer, voilà. Et il y a le partage là pour vous? Ah bah non, c'est sur l'écran. Donc voilà. Tu vois quelque chose, Nathalie? Ça marche. Ok. Mais c'est pas diaporama. Là, c'est pas en mode diaporama, mais on Ouais, voit je quand vais même. mettre là, Ouais. là, 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 tu le c'est bon. vois en mode diapo, ouais. Écoute, on peut commencer. Ok. Bon, eh bien, bonjour à tous. Je suis Thomas Lecor, didacticien des mathématiques. Je travaille au laboratoire Bonheur en tant qu'enseignant-chercheur. Et au laboratoire Bonheur, on s'occupe de plein de choses, et en particulier du bien-être, de la notion de bien-être. Alors, moi, comme je suis didacticien des mathématiques, j'étudie ça, je le transpose dans ma discipline, et donc, et par exemple, ça donne ce questionnement-là sur mathématiques en classe et bonheur, avec un pluriel ou pas. Et on parlera aujourd'hui d'émotions, et en particulier d'émotions épistémiques, c'est-à-dire les émotions qui sont en relation avec la cognition, on va dire. Voilà. Alors, la première question qui se pose, c'est finalement, si on parle de bonheur des mathématiques, de quoi cause-t-on vraiment? Alors, on pourrait se dire, l'idée qui vient en général, c'est cette forme d'état de flow où on est où quelqu'un qui ferait des mathématiques serait happé par sa tâche. Vous voyez l'image qui est là, il oublie le temps, il est dans ses pensées, et il produit, et il n'y a plus de distance entre lui et l'objet de son travail, et le temps disparaît. Voilà. Alors ça, on pourrait évidemment cet état-là, et comment dire, certains mathématiciens le décriront comme leur bonheur des mathématiques. Et si on se restreint à ce genre d'état-là, alors on passe à côté de tout un tas d'autres états qui peuvent être des états où vraiment on a l'impression de vivre quelque chose en faisant des mathématiques, l'expérience mathématique. Et d'ailleurs, vous êtes pour l'essentiel, je crois, prof de maths ou de sciences, et vous avez vécu ces états-là sans forcément atteindre cet état d'extase dont je parle, qui est l'état de flow. Et donc, c'est cette question-là de vivre une expérience dans les mathématiques enrichissante, et je vais l'attraper par les émotions. Voilà.
Alors, on passe à la suivante. Alors, il se trouve que, bon, parfois, le rendez-vous, donc, disons, d'un bonheur annoncé des mathématiques avec les élèves est manqué. Alors, je donne un exemple, hein, un professeur qui a envie de partager quelque chose de fort avec ses élèves va proposer un exercice parce que pour lui, ça lui parle. Hein. Là, il s'agit d'un papier qu'on plie en deux. Le papier fait 0,1 mm d'épaisseur. On le plie 20 fois et on se pose la question de l'épaisseur du pliage. Et une autre question qui est combien faut-il plier de fois pour que l'épaisseur dépasse la distance Terre-Lune? Alors, on se pose la question comme ça, tiens, la distance Terre-Lune, c'est quand même loin par rapport à une épaisseur de papier de 0,1 mm. Mais en réalité, quand on plie un papier 2 fois, puis encore 2 fois, puis encore 2 fois, et ben c'est 2 puissance quelque chose qui multiplie l'épaisseur du papier. Et on sait que 2 puissance quelque chose, c'est une exponentielle et que les exponentielles, ça va très vite. En vérité, si on plie juste 20 fois en 2, eh bien, l'épaisseur du pliage atteint 100 mètres à peu près. Et pour dépasser la distance Terre-Lune, il suffit de prendre 2 fois. Alors, pour un prof de maths, c'est plier que 20 fois et atteindre 100 mètres et en 32 fois dépasser la distance Terre-Lune, c'est extraordinaire. Il veut partager ce bonheur-là, cette émotion-là, c'est extraordinaire. Par les maths, on peut atteindre des nombres astronomiques, en réalité. Et il veut le partager, mais il n'atteint pas l'élève en réalité. Alors, évidemment, il y a des élèves qui seront atteints par cette exaltation, hein, et qui partageront cette émotion-là, mais force est de constater que ce n'est pas tous les élèves. Et on verra un peu plus tard pourquoi en fait, ce rendez-vous-là est manqué pour une partie des élèves. Alors, oui, c'est pourtant le bonheur existe, je veux dire, Ragon. En fait, déjà, le rendez-vous était mal engagé dès le départ. Et si on prend René Descartes, qui est mathématicien et philosophe, il a expliqué que il y a le corps et il y a l'esprit, et ce qui est de la découverte des vérités, donc pour nous des mathématiques, ça se situe du côté de l'esprit. Et le corps est une gêne en vérité. Le corps risque de polluer l'esprit dans la recherche des vérités. Et donc, on parle de dualisme cartésien. Donc, depuis Descartes, être mathématicien, on parle d'être cartésien, c'est finalement renoncer à tout ce qui est du côté de la partie corporelle. Il faut d'une certaine manière se désincarner et avoir des émotions, par exemple, c'est prendre le risque de biaiser ses réflexions. Alors, il se trouve qu'en 1995, un neurobiologiste, Antonio Damasio, a écrit un livre où il explique en fait complètement le contraire. Il l'a appelé cet ouvrage « L'erreur de Descartes », et il explique que, d'après ses études, hein, et ça porte sur le cas d'un malade qui, je crois, a eu un accident et une partie de son cerveau a été enlevée. Et du coup, le siège de ses émotions est parti. Donc, il ne manifeste plus aucune émotion. Et on sait que c'est bien l'endroit du cerveau où naissent les émotions. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et en fait, quand on étudie cet individu qui a survécu, on s'aperçoit qu'il a perdu avec la raison. C'est-à-dire que
Et c'est là que Damasio montre que sans émotion, eh bien, la raison n'est plus possible. Et donc, finalement, pour répondre à René Descartes, l'esprit a besoin du corps. Donc, le rendez-vous était mal engagé parce que, évidemment, si on reste dans cette tradition, alors évidemment, Antonio Damasio, c'est 1995, donc il n'a pas encore fait école. L'école de Descartes, l'école philosophique, être cartésien, ça a des siècles et c'est inscrit dans notre ADN de scientifique. Donc, c'est difficile d'imaginer que les émotions font partie de la raison en réalité. Alors, les émotions, pour les émotions, il y a beaucoup de champs qui sont concernés, hein, la philosophie, les sciences cognitives, la psychologie, l'épistémologie. Et en réalité, les modèles sont nombreux, voire concurrents. Alors, j'en donne un, par exemple, qui est celui de Sanders en 2013. Il dit que l'émotion est un processus rapide, donc c'est très localisé dans le temps. Ça se focalise sur un événement et on peut identifier deux étapes. Le premier, un mécanisme qui s'attache à la pertinence, c'est-à-dire qu'en fait, la première étape de ce mécanisme est liée au fait qu'on repère quelque chose qui est en lien, qui va être en lien a posteriori avec l'émotion en question. Et la deuxième, une réponse émotionnelle qui a plusieurs traits, et en particulier une tendance à l'action, une réaction autonome, donc physiologique, et une expression des sentiments. Les modèles en question peuvent avoir de 4 à des dizaines d'émotions. On repère dans le vocabulaire en anglais, il y a 300 émotions qui sont présentes. Donc voilà, par exemple, un modèle qui donne les émotions et leur intensité. Par exemple, contrariété, colère et rage. Vous voyez, la même émotion se décline en fonction de son intensité. Et donc là, ici, on a un modèle à 8 émotions et chacune est déclinée avec plusieurs niveaux d'intensité. Parmi les émotions, on pointe certains types d'émotions qui sont épistémiques. Alors, en fait, vous les connaissez. J'ai mis le dessin, Eureka, là, Archimède, quand il a trouvé, il prononce Eureka et instantanément, vous savez tous à quelle émotion ça réfère. On le voit là, il sourit. C'est une émotion épistémique. Il a trouvé et il est content de ça. Mais il y a beaucoup d'autres émotions épistémiques. Et même Brun dit que toute émotion est peut-être potentiellement épistémique. Donc, quelles sont les fonctions de ces émotions épistémiques? Donc, émotions épistémiques qui sont liées à la connaissance. Eh bien, d'abord, la motivation, et vous savez bien que ça joue un rôle fondamental à l'école en particulier. Hein. Par exemple, la surprise qui nous motive à essayer de comprendre un phénomène. On a été surpris et on veut comprendre. La science, alors ça c'est dans certaines situations complexes, les choix ne sont plus liés à seulement la raison. C'est-à-dire, vous voyez, vous pouvez, dans une situation, imaginer des critères qui vous permettent de choisir. Et dans des situations où il y a trop de complexité, en fait, il n'y a plus de critères suffisants pour choisir juste rationnellement. Et là dans ces situations-là, eh bien, les émotions permettent d'aider au choix.
Ces émotions épistémiques permettent d'accéder aux faits et aux croyances. Hein. Par exemple, vous pouvez vous rendre compte que quelque chose vous dégoûte par l'expérience de l'émotion que cette chose vous suscite. Les émotions épistémiques peuvent se manifester comme des contributions non proportionnelles, c'est-à-dire non logiques, à la compréhension et au savoir. Par exemple, et vous, si vous avez fait des mathématiques ou des sciences en général, il y a des choses que vous trouvez belles, bien faites. Vous avez donc une émotion épistémique, alors qu'en réalité, une formule ou une loi de la physique n'a rien de particulièrement esthétique, mais vous y accédez parce que pour vous, ça évoque quelque chose, ça capte une partie du monde et vous y associez une forme d'esthétique. Et vous avez aussi l'efficacité épistémologique qui est liée aux émotions épistémiques. Certaines tâches sont possibles grâce à cette efficacité des émotions. Et on reviendra là-dessus. Alors, quelques émotions épistémiques liées au travail du chercheur en mathématiques. J'ai mis le chercheur en mathématiques, mais finalement, ça peut concerner tout le monde. Hein. Vous en avez certainement vécu. Le doute, alors je les ai mises par couple, hein, le doute, la certitude, avec toutes les intensités qu'il peut y avoir, toutes les différentes intensités qu'il peut y avoir, hein, de méfiance, doute, incrédulité, perplexité, hésitation, assurance, sûreté, certitude, conviction. La colère, la joie, même chose avec ses différents niveaux d'intensité, la confusion et l'émerveillement. Et en vérité, l'une est stimulée par l'autre en réalité. Par exemple, quand on vit la confusion, au moment où on sort de cette confusion, hein, parce qu'on a trouvé une voie pour résoudre le problème qu'on est en train de… Eh bien, à ce moment-là, ça devient de l'émerveillement. Quand on a vécu beaucoup de doutes, la certitude est vécue avec une intensité particulière. Même chose, surprise, indifférence. Et donc, le travail du chercheur en permanence… alors, c'est un peu étonnant parce que finalement, le chercheur, lui, il vit ça, ces différentes émotions et en même temps, il y a cette tradition cartésienne qui fait que l'émotion lui serait interdite. Une forme de schizophrénie. Pour ce qui est des thèses sur les émotions, et en particulier les émotions épistémiques, la thèse faible, c'est-à-dire qui est reconnue par tout le monde et qui pose plus de problème, c'est que les émotions épistémiques accompagnent et provoquent la découverte des connaissances. Vous voyez tout à l'heure quand je parlais de Eureka, en fait, vous le savez déjà, ça, il n'y a rien de nouveau, que les émotions épistémiques accompagnent la découverte des connaissances. Et que ça la provoque, là, c'est un peu plus fort quand même. En fait, ça la provoque dans le sens où, à certains moments de la recherche, il se trouve que les émotions nous guident dans nos choix et nous font avancer dans la bonne direction. C'est en ça que ça provoque la découverte des connaissances. Bon, ça, c'est relativement communément admis. Mais la thèse forte, c'est que les émotions épistémiques vont jusqu'à provoquer la justification des connaissances. Et même si cette thèse est raisonnable, elle n'est pas encore prouvée. Alors, pour ce qui est de l'enseignement, eh bien,
la thèse forte, ça serait, par exemple, que les conflits socio-cognitifs provoquent des émotions épistémiques, ça c'est certain, mais que ceci accompagnerait et provoquerait la justification des connaissances. Donc, il y a bien sûr des thèses qui restent ouvertes comme celle-ci. Alors, je vais vous donner un exemple pour montrer comment comment ça se réalise dans l'enseignement. C'est un exemple sur les débuts de la géométrie dans l'espace en seconde. Alors, le professeur fait une petite introduction assez rapide aux objets de l'espace, les points, les droites, les plans, et il demande aux élèves une définition de droites parallèles dans l'espace. Alors, un élève, évidemment, propose la définition qu'on a habituellement dans le plan, hein, deux droites sont parallèles si elles ne se coupent pas. Alors, et le professeur sait déjà que cette définition ne convient pas, mais pour l'espace, hein, autant pour le plan ça marche, autant pour l'espace, ça pose des problèmes, mais n'intervient pas parce que justement, ça va poser des problèmes, on va le voir bientôt. Donc, le professeur trace un cube ABCD-FGH, le voilà, et demande, étudier cette conjecture, dites-moi si c'est vrai ou faux, la droite FG parallèle à la droite AB. Alors, la droite FG, vous la voyez, elle est là, et la droite AB est là. Ça ne pose pas tellement de problèmes. Alors, curieusement, quand même, il y a deux personnes qui pensent que c'est faux et une qui se met dans l'autre. Donc, on les écoute. Il y a Anna qui pense qui a voté autre. Et elle dit, j'ai tendance à penser que c'est vrai, mais ça peut être un piège. Donc, elle exprime du doute. Et ce doute n'est pas franchement un doute épistémique, au sens où, en fait, c'est beaucoup plus un doute social où elle a déjà vécu ce genre de situation où ce qu'elle pensait s'avérait finalement inadapté. Et donc, maintenant, elle doute de ce qu'elle pense. Alors donc, elle dit, je pense que c'est vrai, mais ça peut être un piège. C'est en fait beaucoup plus du doute lié au contrat didactique en classe. Le professeur lui renvoie ça en lui disant, bon, ok, tu doutes, mais tu te méfies. Ensuite, Chloé prend la parole et elle pense que c'est vrai et elle veut fermer cette affaire-là. Elle dit c'est un carré, donc les côtés sont parallèles. Elle est vraiment impatiente et elle l'exprime comme ça. Le professeur, donc tu parles de la face avant. Tu dis que c'est un carré et donc que les côtés opposés sont parallèles. C'est ça, oui, c'est ça. Elle est toujours très impatiente. Hein, on ne va pas passer du temps à discuter de ce parallélisme. Mais Azedine, lui, alors voilà, Azedine pense que c'est faux. Vous voyez, il y en avait deux qui pensaient que c'était faux. Et enfin, le faux s'exprime. Pour un cube, il suffit de 6 faces et 8 arêtes, donc ce n'est pas forcément parallèle ou perpendiculaire. Le professeur lui demande, mais tu veux dire quoi là Eh bien, le cube est tordu et même en morceaux, c'est toujours un cube et les droites ne sont pas parallèles. Donc, il montre il vient dessiner ça. Oui. C'est le professeur qui lui dessine ça et en fait, c'est bien ça que Azedine désigne. En fait, là, on a bien des droites qui ne sont pas parallèles, mais la classe semble pas trop convaincue, voire même un petit peu agacée. Alors, je reviens en arrière, précédente. Voire un peu agacée parce que Azedine un peu exagère avec son cube. Hein. Alors, vous voyez le nombre d'émotions qui sont vécues dans ce petit morceau. Il dit oui, exactement comme ça, elles se coupent et elles ne sont pas parallèles. Alors Marine dit, mais ça, c'est pas un cube. Mais de toute façon, même comme ça, elles ne se coupent pas. Ah oui, alors Marine, elle confond droite et segment. Voilà.
Donc Azedine, lui, il ne confond pas les deux. Hein. Il dit ce sont des droites, donc on peut les prolonger. Et il insiste. Marine dit non, 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 on ne peut pas les prolonger. Donc il commence à y avoir un peu de colère là-dedans. Et Mélissa, elle comprend plus grand-chose. Elle dit alors, bon, si vous mettez le cube en vrac comme ça, moi, je vais changer les places des lettres. Et dans ce cas-là, je ne sais plus quoi penser. Et allez, je vais trop vite, moi. Voilà. Et elle commence à douter de tout. Alors, là, le professeur arrête, fait le point, explique ce que c'est qu'un cube, une droite dans l'espace est infinie, des lettres sur un cube qu'on n'a pas le droit de changer comme on veut, etc. Azedine et Alizé, qui avaient voté faux, changent d'avis, et Anna maintient son vote à cause du piège. Voilà. Le professeur finit ce morceau-là en disant que les droites sont bien parallèles, qu'on se place dans le carré, donc on fait finalement de la géométrie plane, hein, et qu'il n'y a pas de souci là-dessus, que voilà. On a des arguments, dans la mesure où un carré, ses côtés opposés sont parallèles, on a des arguments pour faire face au doute. Il n'y a pas de problème. Ensuite, une deuxième conjecture est donnée. Là, on parle des droites FG et des droites DC. Alors, vous voyez, on n'est plus exactement dans le plan de face, dans un des plans des faces du cube. Ça devient plus compliqué. Mais là, tout le monde pense que c'est vrai, hein, que les deux droites en question sont parallèles. Et Grégory donne même une raison pour laquelle elles sont parallèles. Alors, il dit, hein, il utilise la propriété qu'on connaît, hein, si deux droites sont parallèles et même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Alors, simplement, cette propriété-là est valable dans le plan, elle est connue, mais dans l'espace, elle n'a pas été encore instituée, hein, c'est tout début de la géométrie dans l'espace. Alors, Grégory est certain, et le professeur ne veut pas en faire davantage là-dessus, hein, tout le monde est d'accord, ok, on passe à la suite, on reprendra cette propriété plus tard, certainement. Et là, on passe à une troisième conjecture, et c'est celle-là qui pose problème. Hein. C'est la droite FG qui est parallèle à la droite HC. Alors là, on a une vraie répartition des votes. Hein. 4 qui pensent que c'est vrai, pensent que ces deux droites sont parallèles. 18 qui pensent que non, elles ne sont pas parallèles. Et 9 qui sont dans autre. Et voilà, en fait, ce que les élèves se disent. Donc, Jonathan dit, bon, les droites FG et HC ne sont pas dans le même plan et elles ne se coupent pas. En ça, il a raison. Hein. Donc, d'après la définition, elles sont parallèles. On se rappelle, hein, la définition, c'est elles sont parallèles si elles ne se coupent pas. Donc, lui, il vient d'expliquer pourquoi elles ne se coupent pas. Il n'y a pas de problème pour lui, il est dans la certitude. Tom répond, je suis d'accord avec toi, mais elles sont aussi perpendiculaires si on les superpose. Alors nous, on dirait, oui, on dirait perpendiculaires. On les voit, en tout cas, Tom voit l'orthogonalité en réalité. Et donc, il est gêné. Il est gêné, pourquoi? Parce que pour lui, c'est difficile de dire que des droites orthogonales sont parallèles. Chloé dit, alors Chloé, elle dit que les droites ne sont pas parallèles et elle utilise une propriété qui dit que si deux droites sont, alors FG est perpendiculaire à GB, là et là, et GB est parallèle à HC. Donc, elle en conclut, Chloé, que FG est perpendiculaire à HC. Donc, si deux droites sont parallèles, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre. Voilà une propriété du plan qui est utilisée dans l'espace et qui est fausse dans l'espace. Et alors pour la perpendiculalarité, hein, pour l'orthogonalité, c'est autre chose. Et donc, elle dit ça avec certitude.
et Marine dit, il y en a une qui est horizontale, l'autre verticale, elles ne sont donc pas parallèles. Voilà. Donc, ils opposent encore une fois l'orthogonalité et le parallélisme, hein, ce qui est à la fois juste si on utilise la définition habituelle du parallélisme dans l'espace, ou en tout cas, voilà, mais faux du point de vue de la définition qu'ils ont prise. Et c'est ce que Grégory dit. Le problème, c'est que la définition n'est pas commode. Et oui, parce qu'on a tendance, avec cette définition, à dire que des droites qui sont orthogonales sont parallèles. Et donc, si on les met dans le même plan, c'est faux, mais avec la définition, c'est vrai. Ça, c'est ce que Azzeddine dit. Donc, Azzeddine commence à être gêné. Et puis, ça finit, le professeur dit, en suivant les définitions, les droites sont parallèles, mais en suivant l'idée du parallélisme, elles ne sont pas. Comment résoudre ce problème? Et les élèves, collectivement, proposent de changer de définition, avec l'expression d'une vraie délivrance, hein, et d'un soulagement. Voilà, donc un morceau de classe où beaucoup d'émotions transparaissent. On voit que le conflit a créé le conflit entre certitude et doute, crée du doute et de l'agacement, que le doute et l'agacement créent le besoin de justifier, et on a vu le soulagement à la fin de ça. Alors, dire que c'est un moment de bonheur, ce qui a été vécu, certainement dans la fin, par la délivrance. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que toutes ces émotions qui sont vécues de manière assez forte, hein, parce qu'il y a eu même jusqu'à de la colère à certains moments, on peut dire qu'il y a une vraie vie, une expérience, une expérience émotive en tout cas, hein, au minimum. Alors pour évidemment faire le contraste avec ce qu'on pourrait caricaturer comme l'encéphalogramme plat, hein. Là, clairement, on n'est pas dans ce cas-là. Alors, pourquoi tant d'émotions? Pourquoi cette situation-là crée tant d'émotions? Eh bien, parce que les élèves découvrent ce qu'il y a d'étranger en eux, d'étranger par rapport à eux. Ils se sont rendus compte finalement que en eux, la même situation rendait compte du parallélisme et du non-parallélisme. Et ils le découvrent, ça. Bien sûr, c'est le professeur qui avait préalablement identifié qu'on pouvait les amener à cette découverte-là, mais et à fabriquer la situation pour que ça apparaisse comme ça. Mais finalement, c'est bien cette découverte-là qui crée toutes ces émotions-là. Et on peut l'opposer, ça, à la situation du pliage initial, celle que je vous avais montrée, où le rendez-vous était loupé, était manqué. C'est que, en fait, dans la situation du pliage, la situation nous amenait à nous rendre compte que on est étranger aux maths. C'est-à-dire que on ne peut pas penser qu'avec seulement 20 pliages, on peut dépasser 100 mètres d'épaisseur de papier. On ne peut pas penser qu'en 32 pliages, on va dépasser la distance Terre-Lune juste en pliant du papier. Et là, l'émotion va pas être extrêmement forte, ou alors peut-être une émotion de rejet éventuellement, dans la mesure où, en fait, on risque de renforcer l'idée que entre moi et les mathématiques, ça fait deux, quoi. Alors que l'idée initiale, hein, était une idée généreuse. C'est-à-dire, je suis professeur de maths, je vais partager un endroit d'admiration du phénomène mathématique.
Alors, en vérité, le rendez-vous dont je parlais, rendez-vous manqué, doublement mal engagé. Pourquoi? Parce que le pliage, en fait, il est présenté comme une expérience de pensée. Évidemment, dans l'exercice, on ne demande pas de faire concrètement le pliage. D'ailleurs, on ne pourrait pas. Et finalement, on pourrait se dire, mais si c'est une expérience de pensée, de toute façon, avec la pensée, on peut faire n'importe quoi. C'est pas surprenant qu'on puisse dépasser la Lune. Pourquoi pas le Soleil? Pourquoi pas l'autre bout de l'univers? Avec la pensée, on peut faire n'importe quoi. Alors là, on peut dire, non, on ne peut pas faire n'importe quoi. Les calculs qu'on fait obéissent à des lois, à des règles précises, hein, ça c'est sûr. Mais oui, on peut faire n'importe quoi aussi. Pourquoi? Parce que on peut imaginer faire 20 pliages ou 32, alors que dans la réalité, le record du monde, c'est 12. On ne peut pas plier dans la réalité plus de 12 fois. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça pose problème, c'est qu'en fait, on ne va pas pouvoir faire 100 mètres. Parce que pour faire 100 mètres, il faut plier 20 fois et on n'arrive pas à plier 12. Donc, vous voyez, l'expérience de pensée a un intérêt, elle répond à des règles, c'est pas n'importe quoi, mais en même temps, elle ne répond pas du réel. Donc, pour organiser un nouveau date, un rendez-vous cette fois-ci qui ne sera pas manqué, une proposition. Alors, la proposition, c'est simple, elle commence par comment on donne un A4 et on demande comment peut-on plier en deux une feuille de papier A4. Alors, très rapidement, hein, en fait, il faut donner ça à tous les élèves, donc une feuille par élève. Dans ce cas-là, rapidement, ils voient qu'on peut plier ça que 6 fois. Voilà. Si on s'y prend, voilà, 6 fois, on ne peut pas faire plus, pas facilement. Et la question qu'on pose, c'est comment on peut faire pour obtenir beaucoup plus de pliage que 6? Parce que vous voyez, 6 fois, ce n'est pas beaucoup quand même. Hein. Alors, quand on pose cette question-là, comment peut-on faire? La réponse systématique, c'est il suffit de prendre une très grande feuille. Hein? Et on leur propose, alors dans ce cas-là, imaginons qu'on a un rouleau de 68 mètres et de 0,1 mm d'épaisseur. Combien de pliages en deux peut-on faire? Et on va les faire discuter de ça. Alors, on va avoir un débat comme tout à l'heure. Hein. On peut même organiser ça en disant moins de 10 fois, entre 10 et 20 et plus que 20. Et on les fait discuter. Et au bout d'un moment, la question va venir de comment concrètement comment on peut se convaincre. Et en fait, on va passer à l'expérience. Donc, on va aller dans le couloir, on va dérouler un papier, un rouleau de papier de 68 mètres. Alors, quand on déroule un rouleau de papier de 68 mètres, je ne vous explique pas, celui qui est à l'autre bout du rouleau de papier, il faut prendre des jumelles pour le voir. Il est vraiment très loin, on s'en aperçoit. Physiquement, c'est très important de s'apercevoir qu'il est très, très loin. Et évidemment, par rapport à une feuille de papier A4, il n'y a aucune commune mesure. C'est sûr, on va pouvoir plier bien plus qu'une feuille de A4. C'est une évidence. Quand on est dans le couloir, on ne peut que penser ça. Et bien, quand on le fait, évidemment, on arrive à plier 9 fois, et pas plus. Et pas plus, 9 fois. 68 mètres ne se plie que 9 fois dans la réalité. Alors, dans l'expérience de pensée, autant qu'on veut, mais dans la réalité, 9. Et donc, du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est l'expérience de, comment dire,
de la proportionnalité en acte. C'est-à-dire, la proportionnalité en acte, c'est quoi? Quand quand il me faut beaucoup plus de nourriture, il me faut beaucoup plus de nourriture quand on est beaucoup plus nombreux, c'est ça. Quand on est un peu plus nombreux, il me faut un peu plus de nourriture. Ça, c'est la proportionnalité en acte. Vous avez entendu que ça ne suggère pas qu'on ait fait en face du calcul. Hein. C'est juste de dire, si j'en ai besoin, si j'augmente un peu la variable, alors la variable dépendante va augmenter un peu. Si je l'augmente beaucoup, elle va augmenter beaucoup. Or, donc là, par exemple, 68 mètres de papier, beaucoup plus long que 30 cm. Et donc, on va pouvoir plier beaucoup plus. Si on fait l'expérience, on voit que ça, c'est faux. Avec un modèle de proportionnalité, si on fait 10 pliages, normalement, l'épaisseur du papier va être multipliée par 10 et la longueur divisée par 10. C'est ça la proportionnalité. Et donc, ça ne marche pas du tout parce que quand on a plié 10 fois, eh ben, les 68 mètres, on voit bien qu'ils sont devenus beaucoup moins que 7 mètres. Donc, le modèle est mis en défaut par l'expérience. Et ça crée de la surprise, de l'étonnement et le besoin de comprendre d'où ça vient ce truc-là. Et ce qui est très satisfaisant, c'est qu'en fait, les mathématiques répondent assez facilement à ça. Donc, cette fois-ci, vous voyez, les mathématiques vont répondre à un problème qu'on a identifié concrètement. On pensait que ça ferait, on pourrait plier beaucoup plus. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Et même, c'est infiniment moins, on peut plier infiniment moins que ce qu'on pensait à cause de cette proportionnalité en acte. À cause de l'éloignement manifeste de la personne à l'autre bout du couloir, qui était tellement loin que j'imaginais que je pourrais plier beaucoup plus. Mais en fait, par rapport au A4, j'ai ajouté seulement 3 pliages. 3. Passer de 30 cm à 68 mètres, c'est que 3 pliages de plus. C'est vraiment très surprenant. Et donc là, les mathématiques vont permettre d'expliquer. Si on regarde l'épaisseur, et ben on voit qu'elle augmente, elle est multipliée par 2 systématiquement. Voilà, elle est multipliée par 2 systématiquement, et la longueur, elle est divisée par 2. Alors, ici, j'ai mis 68 mètres en millimètres, hein, ça fait 68 000, et là, j'ai mis 1 200 000 parce que le record du monde de la personne qui est là à côté, elle a commencé avec un rouleau qui faisait 1 km, 2. Voilà. Et donc, vous voyez, quand on regarde les longueurs, l'épaisseur, bien sûr, augmente, la longueur, elle, diminue, et il arrive un moment où, en fait, on ne peut plus plier, ça se voit bien sur le graphique qui est là, on ne peut plus plier parce qu'il n'y a plus assez de longueur par rapport à l'épaisseur. En fait, il faut que la longueur soit au moins 2 fois plus grande que l'épaisseur. Ce qui se voit ici, là, j'ai une épaisseur de 51, une longueur qui est plus grande que 2 fois l'épaisseur, donc je peux plier encore une fois. Mais quand j'arrive à 10, ben non, ça ne marche plus. Et pour ce qui est d'un kilomètre 2, eh bien, vous voyez, c'est ici. À 11, là, je peux plier encore une fois, parce que 204, l'épaisseur, c'est-à-dire 20 cm, est plus, et 2 fois cette épaisseur est plus petit que la longueur. Donc, je peux plier encore une fois et donc obtenir le record du monde 12, parce qu'après, c'est fini. Après, l'épaisseur sera plus grande que la longueur carrément, et donc là, on ne peut plus plier en deux. Voilà l'explication de ce truc-là. Alors là, l'intérêt, c'est que vraiment, c'est très satisfaisant pour quelqu'un qui fait les calculs et qui retombe sur, qui finalement, là, les mathématiques expliquent le réel.
c'est plus un étonnement qui est lié à on va dépasser la distance Terre-Lune en pliant 32 fois, non? C'est dans le réel, je suis allé dans le couloir, je me suis aperçu d'une réalité qui était surprenante, et maintenant je reviens dans les calculs, et les calculs m'expliquent pourquoi c'est comme ça. C'est l'exponentiel. Conclusion, je vous ai parlé beaucoup d'émotions, mais ma spécialité, c'est plutôt la rationalité en réalité. J'ai commencé à étudier les émotions depuis que je suis rentré dans ce laboratoire Bonheur. Et une des questions qui reste en suspens, c'est le lien spécifique entre des émotions particulières et des types de rationalité. Alors, je n'ai pas développé ici ce que c'était que les différents types de rationalité, mais il y a différents types de rationalité. Et puis, le lien entre les émotions épistémiques et le passage d'une rationalité à l'autre. Il y a des moments où on passe d'une rationalité à l'autre. Il y a aussi des moments où il y a des conflits entre les rationalités. Tout ça peut être lié à des émotions épistémiques ou à des émotions particulières. De manière générale, comment identifier les émotions épistémiques? Parce que là, bon, je vous ai mis tout à l'heure dans le script les émotions qui semblaient apparaître, mais en fait, c'est pas si simple à attraper que ça. Il faut parfois discuter avec les gens pour savoir quelles sont les émotions qu'ils ressentent. Ou avoir d'autres méthodes pour attraper ça. La question des situations didactiques, de leur conception, je vous ai expliqué comment on peut retourner une situation assez classique, hein, celle du pliage, pour organiser cette rencontre entre l'attendu et l'inattendu, en fait. Et que l'inattendu ne soit pas celle des mathématiques, mais redonner ce rôle aux mathématiques d'expliquer le réel, en fait. Vous voyez, dans la première proposition, c'était les mathématiques nous surprennent par les résultats qu'ils nous donnent, mais il vaudrait mieux les présenter comme on a une réalité surprenante et les mathématiques permettent d'expliquer cette réalité-là. Ça va donner des. Non, ça doit aller trop vite là sur la fin. On met ça. Et puis, évidemment, ça c'est aussi autre chose, se poser la question du rôle des émotions dans le bonheur. Voilà. Alors ça, c'est un pont qui se situe à Paris, qui est juste à côté du laboratoire du LDR, qui est un laboratoire de didactique des sciences. Et il y a une citation d'Edgar Allan Poe sur ce pont qui est joli. Voilà. J'ai pas 50, voilà, 12h52. Merci Thomas. Il y a des questions. Alors, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, juste ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un extrait de ce qu'on appelle du débat scientifique en classe, hein, en cours du débat scientifique en cours de mathématiques. Là, au moment où il y avait, on se posait des questions sur le parallélisme. Et ça a été initié par un didacticien des maths qui s'appelle Marc Legrand. Vous pourrez retrouver Marc Legrand, vous pouvez retrouver de la littérature à ce sujet-là sur le net. Alors, Sandrine qui demande vous rendre accessible votre exposé. Ah, vous voulez
Le document? Oui, oui, ok, pas de problème. Je passerai à Nathalie qui transmettra. Mais comment dire, moi, j'apprécierais d'échanger avec vous. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise ou, ou vous pouvez même. Oui, ben, comment dire, les émotions, ça peut même être du côté de ah, vous avez peut-être pas de micro, mais vous pouvez dire à l'oral ça, hein. Donc, B, il dit j'ai déjà vécu la situation où l'émotion de la découverte par l'élève, du pliage en l'occurrence, a découragé l'élève. Donc, je me retrouve dans cet exemple d'influence des émotions. Alors, à décourager l'élève de quoi? Oui, mais de faire quoi au final? Parce qu'il plie un bout de papier et parce que là, pour revenir à cet exemple-là sur le pliage, euh, en fait, l'expérimentation concrète a un rôle très important là-dedans. J'étais en formation, c'était des futurs formateurs de la PJJ. Et je leur donnais des cours de didactique des maths et je leur faisais cette situation-là sur le pliage. En fait, ils ont beaucoup profité de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, quand on plie le papier, on s'aperçoit que ça résiste, l'épaisseur joue un rôle. Et quand ils vont dans le couloir, encore plus. Et du coup, finalement, c'est eux tout seuls qui trouvent le fait que l'épaisseur doit être, la longueur doit être plus grande que 2 fois l'épaisseur. J'ai l'impression que je suis coupé. Ah oui, je vais arrêter le partage, tiens. Ah mince alors.
Alors voilà, je ne sais pas pourquoi j'étais déconnecté. Désolé. Alors, du coup, j'ai perdu tout ce que vous aviez écrit avant. Ah non. Moi, j'ai lancé le challenge de passer avec un au travers d'une feuille. N'hésitez pas si découragé pour vous, c'est à nouveau. Excusez-moi. Ok, oui, j'étais en train de dire que l'expérimentation concrète est très importante pour les calculs. Parce que c'est là qu'on se rend compte que l'épaisseur est multipliée par 2 chaque fois. C'est là qu'on se rend compte que l'épaisseur va jouer un rôle à un moment donné pour empêcher de plier en deux. Et du coup, on voit à quel point le réel est fondamental dans les calculs. Et si on ne passe pas à ce réel-là, on passe à côté d'éléments de compréhension de la situation vraiment très importants. Je vous écoute. Donc, regardez ce qui s'était dit avant. Faudrait-il toujours terminer un cours? Pas forcément. Faudrait-il toujours terminer un cours par une émotion positive perçue par l'élève? En fait, par exemple, il arrive qu'on arrive en fin de cours, il y a la sonnerie et on n'a pas répondu à la question. Et là, on a le choix, soit on donne la solution, soit on laisse ça en suspens. Et là, ça va créer des émotions d'avoir envie, d'attente, d'impatience, etc., et qui sont aussi des émotions pas forcément identifiées comme positives, mais qui sont importantes. L'impatience. Oui, c'est ça. La frustration peut susciter de la motivation. Alors, les maths, c'est l'espoir d'aller plus loin que la physique. Pas certain. C'est comme l'amour. Oui, alors, que le prof est là pour encourager, du point de vue de l'action du professeur, oui, bien sûr, c'est important, mais vous repérez la chose suivante, c'est que dans les situations que je vous ai proposées, une bonne partie de ce qui se joue au niveau de la situation elle-même. C'est-à-dire que le professeur n'a presque pas besoin d'en rajouter pour qu'il se produise ce que vous avez vu se produire. C'est la situation elle-même qui conduit à ça. Et je vous ai montré à travers cette métaphore du rendez-vous manqué que suivant le choix qu'on fait, alors qu'il s'agit dans les deux cas de la même chose, hein, suivant le choix qu'on fait, on peut manquer ce rendez-vous ou bien
lui donner, en faire une bonne occasion, quoi. Ah oui, perdre du temps, non, c'est jamais une perte de temps. C'est pas, là, par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le parallélisme, c'est clair que si on donne la définition de droite parallèle dans l'espace, on pourrait dire qu'on gagne beaucoup de temps. Mais au final, alors ça pose la question de finalement à quoi ça sert les mathématiques? Est-ce que quelqu'un va utiliser dans sa vie la définition précise de deux droites parallèles dans l'espace? Moi, j'en doute. Euh, Par contre, je ne doute pas du tout du fait que dans leur vie, les élèves vont devoir questionner les mots pour comprendre de quoi il est question dans les divers phénomènes et dans leur communication avec les autres. Et ça va être fondamental. Et s'ils peuvent déjà en mathématiques apprendre à questionner les mots et à se dire que on veut que les définitions qu'on prend rendent compte du réel dont on parle, ça oui, c'est fondamental, me semble-t-il. Oui, oui, pour en gagner, oui. Bien. Bah, comment dire, ces situations sont à la fois pas nombreuses. En fait, juste, faut se souvenir que dans toute situation relativement classique, il y a un retournement euh, très prometteur. Donc, il suffit de prendre des situations relativement classiques et de trouver le retournement qui leur redonne un intérêt particulier. Je prends l'exemple du pliage, c'est un bon exemple. Hein. Par exemple, vous, vous trouvez cet exemple du pliage partout. Partout. J'ai écrit son énoncé tout à l'heure, mais en fait, oui, vous le retrouvez systématiquement comme ça. Et bah oui, sauf que proposé comme ça, il a les inconvénients que j'ai racontés. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà être dans la réalité mathématique pour être surpris, en fait. Le problème, c'est que nos élèves, on ne peut pas compter sur le fait qu'ils sont déjà immergés dans les mathématiques et que pour eux, les mathématiques, c'est une réalité aussi tangible que le bureau, que la table. Non, non. Il faut donner une matérialité à ces mathématiques pour eux. Et donc, ça peut passer, par exemple, par l'expérimentation dont je parlais. Mais vous voyez quand même, il y a une forme de euh, comment dire, d'arnaque dans cette histoire du pliage, parce que en vérité, on ne peut pas plier autant de fois que c'est marqué dans l'exercice. Et si on y arrivait, alors l'épaisseur serait aussi grande que la tour Eiffel ou je ne sais quoi, mais la largeur du bout de papier serait infiniment, ça serait plus une feuille, ça serait un fil. Et ça serait infiniment fin, ce truc-là. Et du coup, on voit bien que on est sorti de la réalité. Alors pourquoi le comparer à la réalité? La hauteur de la tour Eiffel, la distance Terre-Lune, ça n'a plus rien de réel, en fait. C'est juste une expérience de pensée. Et ce que je disais à propos d'arnaque, c'est ça, c'est qu'en fait, à la fois, on met des choses du réel dedans, la hauteur de la tour Eiffel, et à la fois, on n'y est plus dans le réel. Et donc, voilà.
fait ça assez facilement en tant que prof de maths, hein, parce qu'on veut mettre du réel pour redonner de l'intérêt, mais en même temps, ce réel, est-ce qu'il est bien représenté par les maths qu'on est en train d'utiliser? Alors, on a un plus grand monde. Eh bien, ben, en tout cas, si on est conscient de ça, c'est plus simple, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé à un moment donné de leur dire, mais vous voyez, ça, c'est le réel, hein. Parce que là, en l'occurrence, ça ne l'est pas. Voilà, Emmanuel. Mhm. Au revoir. Ouais, alors on va faire une conclusion comme ça parce que tout le monde s'en va et je suis sûr que vous avez plein de cours après ça. Euh, comment, comment motiver nos élèves à aimer les maths? C'est une bonne question. Je ne crois pas qu'il y ait de recette, mais si, si les élèves se rendent compte que en fait, les maths les aident à mieux comprendre le réel, alors c'est gagné, je pense. Euh, voilà, en quelque sorte, les aide à mieux communiquer, à mieux comprendre le réel. Et le réel peut être lui-même mathématique, hein. C'est pas gênant, hein. Si là, par exemple, tout à l'heure, quand on parlait de parallélisme, le réel en question était purement mathématique. Même si ça avait évidemment la géométrie dans l'espace a un rapport avec l'espace qui nous entoure et le parallélisme, on en a partout autour de nous. Mais euh, et les élèves se rendent compte d'eux-mêmes que c'est les mots qui nous ont piégés et que c'est ou une ancienne façon de regarder le parallélisme qui était uniquement lié au plan et qui est piégeux quand on passe à l'espace. Ça, c'est une manière de se rendre compte du fait que faire des mathématiques, ça nous aide à mieux comprendre les choses, à mieux voir le réel. Voilà, je m'arrêterai là. Merci à vous. Aussi, oui, Sandrine. On s'arrête là, hein, Nathalie, à moins que
Au revoir à tous. Nathalie? Ça allait comme ça, hein? Ok, t'as pris le micro, d'accord. Ok. Ciao, ciao. Vous êtes actuellement la seule personne dans cette conférence.